Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce premier cours d'histologie dans le cadre des cours de première année médecine. Donc, bienvenue à vous dans notre faculté. Je suis Dr Salima Daoud, professeur agrégé en histoire-biologie et nous avons un laboratoire d'histologie à la faculté de médecine de Sfax. Vous avez déjà commencé avec notre équipe à voir des cours de biologie cellulaire. Maintenant, on va enchaîner, vous continuez la biologie cellulaire, mais on va enchaîner avec des cours d'histologie générale, au cours desquels vous allez donc découvrir la structure des tissus qui composent le corps humain. Je vous conseille pour le moment de désactiver les micros pour qu'il n'y ait pas un bruit de fond, pour que vous puissiez m'entendre correctement. Et si jamais il y a besoin, je vous demande de réactiver les micros. Sinon, il y a le chat, donc si vous voulez poser des questions en cours de route. Donc, le premier chapitre qu'on va voir dans le cadre de l'histologie générale, c'est le cours à propos des épithéliums. Donc, tout d'abord, je commence par définir c'est quoi histologie. Donc, comme j'ai dit, c'est la science qui va étudier la structure microscopique. Donc, c'est basé sur la microscopie optique et électronique. Donc, c'est l'étude de la structure microscopique des organismes et des tissus qui composent le corps humain, particulièrement donc, si on parle du corps humain. L'histologie générale, donc, elle étudie particulièrement... Voilà. Donc, l'histologie générale, elle étudie la structure des tissus biologiques qui sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'ils sont présents un peu partout dans l'organisme et qui sont généralement associés les uns à côté des autres. Et il y a quatre grandes familles de tissus dans le cadre de l'histologie générale. C'est la famille des épithéliums, la famille des tissus conjonctifs, la famille des tissus musculaires et la famille des tissus nerveux. Pour l'histologie spéciale, vous allez également avoir des cours d'histologie spéciale ultérieurement. C'est l'étude de la structure des organes qui composent donc des systèmes ou des appareils, comme par exemple le système ou l'appareil respiratoire, l'appareil génital. On va voir, vous allez avoir des cours d'histologie spéciale, donc on va étudier dans l'appareil respiratoire, élément par élément, organe par organe, tous les composants de ce système-là. Donc, la définition d'un tissu, si on parle un peu donc de généralité, c'est l'ensemble de cellules qui sont dotées d'une structure ou d'une fonction commune. Et un tissu, donc, c'est un ensemble de cellules. Mais bien sûr, vous savez qu'une cellule, c'est un ensemble de molécules. Et la molécule, elle est formée par des atomes. Donc là, c'est une échelle de composition, de complexification biologique. À partir des atomes, on forme des molécules. À partir de molécules, on va former des cellules. Et à partir de cellules, on va composer des tissus. Alors, les cellules d'un tissu peuvent être toutes identiques ou bien différentes. Ça dépend. Mais elles ont soit une structure commune, soit une fonction commune. Donc, elles peuvent être différentes, mais elles vont assurer ensemble, elles sont associées pour assurer une fonction déterminée, une fonction commune. Donc, les tissus vont s'organiser eux-mêmes en organes, généralement, et les organes, bien sûr, ils vont former des systèmes, comme par exemple, comme je vous ai dit, l'appareil génital qui est formé par plusieurs organes. On a, par exemple, chez la femme, les ovaires, les trompes, l'utérus, le vagin, etc. Tout ça, donc, c'est une association d'organes. Les niveaux d'organisation, donc, comme vous voyez, là, c'est les tissus histologiques principaux. Prenons par exemple le système circulatoire, comme vous voyez. Donc, le système circulatoire il est formé par un ensemble d'organes et de tissus. On a le cœur et les vaisseaux. Le cœur lui-même, il est formé par des tissus, particulièrement le tissu musculaire cardiaque, mais pas uniquement. Vous allez voir que le cœur contient beaucoup plus de tissus. Mais le plus important, c'est le tissu musculaire cardiaque. Et pour un tissu musculaire cardiaque, on va voir que l'unité constitutrice est la cellule musculaire cardiaque, qu'on appelle également le cardiomyocyte. Donc, pour l'épithélium, comme j'ai dit, ça fait partie des 4 grandes familles de tissus
qui sont généralement étudiés dans le cadre de l'histologie générale. Si on prend par exemple un organe qui est l'estomac, on va voir qu'il est formé par plusieurs types de tissus. Par exemple, il est revêtu sa cavité interne, donc l'estomac, c'est un organe qui est doté d'une cavité interne pour recueillir les aliments, pour les digérer. Donc, il est revêtu, sa surface interne, elle est revêtue par un feuillet, un revêtement, un tissu particulier qu'on appelle l'épithélium. Plus en dehors, on va retrouver un tissu musculaire. Donc, l'épithélium est doublé par l'extérieur par un tissu musculaire pour assurer la contraction qui va permettre de faire le brassage des aliments dans l'estomac. Plus en dehors, nous allons retrouver un tissu conjonctif, ça on va le voir demain. C'est une enveloppe protectrice autour de la plupart des organes. Et on va également trouver dans l'épaisseur de ce tissu, côte à côte avec les autres types de tissus, on va retrouver par exemple du tissu nerveux. Vous savez que l'estomac, il répond à une réponse, à un contrôle nerveux, donc soit vers la stimulation, soit vers l'inhibition de sa contractilité. Donc, on va retrouver beaucoup de cellules nerveuses, de terminaisons nerveuses. Également, on va retrouver des vaisseaux sanguins. Donc, le tissu sanguin, il est également présent côte à côte avec les autres types de tissus. Donc, si on parle d'organes, il faut toujours avoir dans la tête, c'est un ensemble de tissus. Mais nous, on va voir tissu par tissu. Par la suite, on va voir dans l'histologie spéciale comment ils sont regroupés ensemble pour former ces organes-là. Donc, la définition d'un épithélium maintenant. Donc, ça, c'est une définition à connaître. Un épithélium, par définition, c'est un ensemble de cellules juxtaposées, jointives, reposant sur une membrane basale qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent qu'on appelle le chorion. Madame? Oui. Madame, c'est quoi la membrane basale? Je vais définir tous les éléments composant cette définition-là. D'accord. J'ai un souci avec la caméra, j'essaie de résoudre le problème. D'accord. Donc, on va faire comme ça. OK, donc la définition, chaque mot est important. Je commence par ensemble de cellules juxtaposées. Juxtaposées, ça veut dire qu'on a des cellules qui sont disposées les unes à côté des autres. C'est ça la juxtaposition. Jointive, ça c'est un mot très important également dans la définition des épithéliums. Pourquoi? Parce que ces cellules sont intimement liées, associées. Donc elles sont indissociables, sauf si vraiment on exerce une grande pression. Donc elles sont jointives, c'est-à-dire qu'elles sont accolées, elles sont ancrées les unes à côté des autres. C'est généralement des dispositifs d'ancrage de systèmes de jonction. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ça en biologie cellulaire. Donc, il y a ce qu'on appelle les systèmes de jonction serrés, communicants, etc., qui vont lier les membranes cytoplasmiques des cellules juxtaposées, de façon à éviter qu'elles s'effritent, par exemple, qu'elles se dissocient à la moindre contrainte appliquée. Elles reposent sur une membrane basale. Une membrane basale, c'est très important, on ne trouve pas un épithélium dissocié de sa membrane basale. C'est une sorte d'assise, regardez là. Là, nous avons celui-là. Regardez, il y a des cellules juxtaposées jointives qui reposent sur une sorte de feuillet comme ça, un autre tissu. Il s'agit en fait d'un tissu de nature conjonctive. Donc, il est formé par des fibres conjonctives, on va voir ça demain, et qui va représenter une sorte de socle de base sur laquelle vont se déposer les cellules épithéliales. Donc, toujours on parle d'épithélium et de sa membrane basale. Encore, donc on est toujours dans la partie sous-jacente à un épithélium parce qu'il y a toujours en sous-jacent plus ou moins une partie plus ou moins épaisse de tissu conjonctif d'une autre nature qu'on appelle le chorion. Le chorion, c'est une appellation spécifique du tissu conjonctif qu'on retrouve souvent, toujours, au-dessous d'un épithélium donné. Il peut être très réduit, très mince, comme il peut être très épais, comme par exemple au niveau de la peau, qu'on appelle le derme d'ailleurs. Pour la peau, on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Pour l'épiderme, c'est l'épithélium, et pour le derme et l'hypoderme, c'est le tissu conjonctif, c'est en fait le chorion sous-jacent.
Donc, une cellule, comme vous voyez sur ces images, les cellules épithéliales, elles sont associées toujours de façon juxtaposée, jointive, mais elles peuvent varier morphologiquement de façon très considérable. Donc, vous remarquez ici, regardez, elles sont différentes, elles ne sont pas toutes identiques. On voit qu'il y a des cellules plutôt aplaties, alors que là, les cellules sont plutôt cubiques ou cuboïdes, alors qu'ici, les cellules sont plutôt assez hautes, et donc on les appelle des cellules prismatiques ou pyramidales. Et voilà donc la classification. Donc ça, on va voir en fait plusieurs types de classification dans le cadre de l'histologie, parce que c'est toujours important de pouvoir classifier pour stratifier les tissus, pour pouvoir par la suite reconnaître le type de tissu donné. Chaque type de tissu, il a des caractéristiques morphologiques particulières. C'est pour ça qu'on essaie de collecter ces informations morphologiques une par une pour chaque tissu donné. Pour les cellules épithéliales, on parle de l'aspect morphologique beaucoup. Donc, on se base beaucoup sur l'aspect morphologique des cellules épithéliales pour classifier l'épithélium. Et on distingue de façon globale trois grands types d'aspects morphologiques des cellules épithéliales. On a le premier type, comme j'ai dit, donc ce sont des cellules aplaties qu'on appelle pavimenteuses. Bon, l'appellation pavimenteuse, ça provient du pavé. Le pavé, comme vous le savez, c'est le revêtement des trottoirs, par exemple. Il est composé par de petites pierres imbriquées comme ça qui vont constituer un pavé, trottoir. Et donc, cette structure de pavé, on la voit généralement en vue de dessus, si on regarde l'épithélium par dessus. Alors que si on fait une coupe, on va regarder l'épaisseur, on va voir que c'est plutôt des cellules qui sont très aplaties. Mais on garde l'appellation pavimenteuse pour ce type d'épithélium. Le deuxième type, comme j'ai dit déjà, donc ce sont des cellules aussi hautes que larges. C'est ça la définition histologique, aussi haute que large. Et donc, c'est le type cubique. Le troisième type, c'est les cellules prismatiques ou cylindriques également. Il y a une autre appellation, cylindrique. Si vous trouvez cylindrique, ça veut dire que c'est le type prismatique, c'est synonyme. Et elles sont définies par des cellules épithéliales qui sont plus hautes que larges. Plus hautes que larges. Du moment que la hauteur dépasse la largeur, on la classifie comme prismatique. Bien sûr, on ne va pas retrouver des aspects cubiques parfaits, prismatiques parfaits dans les tissus, dans les coupes histologiques, mais c'est des approximations, ça ressemble plus à un cube qu'à un prisme, donc c'est plutôt un cubique. Une autre particularité ou caractéristique de la cellule épithéliale, c'est le caractère polarisé, c'est-à-dire qu'elle est dotée de deux pôles. Un pôle qu'on appelle le pôle apical et le pôle basal. Voilà le pôle apical, voilà le pôle basal. Et le pôle basal, on l'appelle pôle basal parce qu'il est en contact avec la lame basale. Donc, si je vous décris un tissu, je dis qu'il présente des vacuoles dans le pôle apical, ça veut dire que je parle de cette région-là. Et on va voir qu'il y a des tissus, surtout pour les cellules prismatiques. C'est les cellules, essentiellement les cellules prismatiques qui présentent cette polarisation. Il y a toujours une différence entre la composition ou le contenu du pôle apical par rapport au pôle basal. La position du noyau également peut être variable. Pour les cellules cubiques, généralement, on va trouver un noyau qui occupe la région centrale, alors que pour les cellules épithéliales prismatiques, le noyau est plutôt latéralisé au niveau du pôle basal. Une autre particularité du tissu épithélial, c'est qu'il n'est pas vascularisé. Donc, on parle de tissu avasculaire. Avasculaire, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de vaisseau sanguin dans son épaisseur. Mais comment il va être nourri alors? Parce qu'on sait que la vascularisation, c'est vital pour tout type de tissu dans l'organisme, soit directement que le tissu est en contact direct avec les capillaires sanguins. Bien sûr, il faut savoir que pour les vaisseaux, il y a trois types essentiellement. Il y a les artères qui ramènent le sang oxygéné et les nutriments. Il y a le réseau de capillaires, donc c'est une ramification à partir de ces artères qui est constituée par de tout petits
vaisseaux sanguins qui ont la paroi très fine. Et les capillaires représentent le lieu exclusif d'échange. Il n'y a pas d'échange à travers la paroi des artères. Et puis, ce réseau capillaire, une fois les échanges établis, va être drainé par une veine. Et la veine, bien sûr, elle n'assure pas d'échange non plus, comme l'artère. Donc, la nutrition et l'oxygénation des tissus, elle est exclusivement assurée par les capillaires sanguins. Ils sont tout petits, ils ont la paroi très fine, c'est ce qui va permettre le passage de l'oxygène, du CO2 et des nutriments à travers sa paroi. Pour l'épithélium, comme on a dit, il repose sur une membrane basale et il a un chorion sous-jacent. Et la raison principale de la présence d'un chorion, c'est le tissu conjonctif a la particularité d'être richement vascularisé. On va retrouver beaucoup de capillaires sanguins à ce niveau-là, et c'est grâce à ces capillaires sanguins que les nutriments, l'oxygène et la captation de CO2, donc produit de la respiration cellulaire, va être transféré à partir de ces capillaires-là. Donc, il n'y a pas de vascularisation directe, mais la nutrition et l'oxygénation va se faire par diffusion à partir du chorion. Donc, le chorion, il est vraiment primordial pour la survie des épithéliums. Autre caractéristique des épithéliums, des cellules épithéliales, c'est l'interaction cellule-cellule. Donc, comme on a dit, elles sont jointives, très accolées. Il y a des canaux transmembranaires qui vont pouvoir permettre la transmission de l'information entre les cellules ou la transmission de molécules, de nutriments, de toutes sortes de signaux. Et il y a une communication entre cellules et matrice extracellulaire. Ça, MEC, c'est pour dire matrice extracellulaire. C'est généralement au niveau du versant basal en contact avec le tissu conjonctif sous-jacent. Il y a également une autre particularité des cellules épithéliales, c'est la richesse en cytokératine. La cytokératine, donc c'est une molécule protéine d'un type particulier qu'on retrouve en grande quantité au niveau des cellules épithéliales. C'est ce qui fait leur distinction. Et on va voir que selon la richesse en cytokératine, on va définir différents types de cellules. Et les cellules ou les épithéliums les plus riches en cytokératine, c'est essentiellement au niveau de la peau. Vous savez que la peau, elle est formée par un épiderme, derme et hypoderme. Et au niveau de l'épiderme de la peau, il y a une autre couche supplémentaire qui va la protéger de l'extérieur qu'on appelle la couche cornée. Et en fait, cette couche cornée, elle est formée par l'accumulation de filaments de cytokératine. On va revenir à ce type d'épithélium. Donc, pour les épithéliums, on va voir en fait qu'il y a deux grandes familles. Il y a tout d'abord la famille des épithéliums de revêtement et il y a la famille des épithéliums glandulaires. Glandulaire, ça provient du terme glande, rodin. Pour les épithéliums de revêtement, c'est les épithéliums qui vont recouvrir une surface du corps ou d'un organe ou la face interne d'un organe creux. La surface du corps, bien sûr, on parle de la peau. Donc, la peau, c'est un épithélium de revêtement où elle est composée de plusieurs types de tissus, dont le plus superficiel, c'est un épithélium qui est l'épiderme. Elle va recouvrir également un organe. Il y a certains organes qui sont revêtus ou recouverts par un épithélium. Et elle va également, comme par exemple les séreuses, on va les voir. Et elle va recouvrir également la face interne d'organes creux. J'ai déjà donné l'exemple de l'estomac. L'estomac, il est revêtu, donc sa cavité interne, elle est revêtue par un épithélium. Pour les épithéliums glandulaires, ils sont plutôt spécialisés. Bon, c'est vrai qu'ils gardent la même définition qu'un épithélium de revêtement. Il y a toujours des cellules juxtaposées jointives. Mais la particularité, ce n'est pas uniquement qu'elles vont revêtir une cavité pour la protéger, mais elles vont surtout assurer une fonction de sécrétion. Et on va voir que dans ce cadre, on distingue deux types de sécrétion. Il y a les glandes à sécrétion exocrine et il y a les glandes endocrines. Donc, la sécrétion peut se faire dans le milieu extérieur ou dans une cavité naturelle, comme elle peut se faire dans le sang. Et là, on parle plutôt
de glandes endocrines, c'est-à-dire que ça passe dans la circulation. On va les Madame, voir un par un. Madame, Oui, il y a des oui, questions. oui. Sueur, est-ce qu'elle est sécrétée par les épithéliums glandulaires? Attends, Choufouha, on va y arriver. D'accord, merci. Ça fait partie des sécrétions particulières, on va la voir, effectivement. Donc, comme j'ai dit, on a soit un épithélium de revêtement, soit un épithélium de nature glandulaire. Mais il faut savoir que dans certains cas particuliers, on peut avoir les deux types de tissus ou de glandes ensemble, comme par exemple l'épithélium respiratoire, c'est-à-dire qu'on va retrouver au niveau des voies respiratoires. Il est en fait composé par des cellules de revêtement. Bon, le tout, c'est un épithélium de revêtement, mais il est composé par des cellules prismatiques simples qui n'assurent pas de fonction de sécrétion, mais côte à côte, on va retrouver par endroits des cellules isolées. On parle de cellules isolées parce qu'elles sont parsemées comme ça de façon solitaire un peu partout dans cet épithélium. On va retrouver des cellules de nature glandulaire, comme vous le voyez ici. Donc, il y a un contenu, un produit de sécrétion qui est présent à l'intérieur de la cellule et qui va être sécrété à la surface de l'épithélium de façon presque continue. Ce sont en fait les cellules caliciformes, on va les voir dans le cadre des épithéliums respiratoires. Un autre type particulier d'épithélium, c'est le cas de l'épithélium de revêtement de l'estomac. L'estomac, vous savez que c'est le lieu principal de la fonction de digestion. L'essentiel de la digestion va se faire au niveau de l'estomac grâce à une sécrétion très, très acide. Et cette sécrétion acide, elle pourra se retourner contre l'organisme et pourra léser l'épithélium de revêtement s'il n'est pas bien protégé. Alors, pour assurer cette protection, en fait, l'épithélium de revêtement de l'estomac, il est de type glandulaire, c'est-à-dire qu'il est formé par des cellules, toutes les cellules constitutives, donc de façon homogène, elles sont de nature glandulaire exocrine et elles sécrètent le mucus. Et le mucus, comme pour le tractus respiratoire, donc le mucus, c'est une sécrétion visqueuse, al-mukhat, vous savez, donc les sécrétions à partir des voies respiratoires, les expectorations, tout ça, c'est du mucus. Le mucus, il est produit dans plusieurs cavités naturelles, au niveau de la bouche, au niveau de la cavité buccale, au niveau de certaines parties du tractus génital. Et elle a un rôle d'humidification et de lubrification. Donc, elle va faciliter le passage, par exemple, des aliments au niveau de la cavité buccale et de l'œsophage. Au niveau des voies respiratoires, elle va protéger et humidifier l'air inspiré. Au niveau de l'estomac, elle joue un autre rôle. Donc, cette sécrétion muqueuse, le mucus, c'est un liquide très visqueux, très épais. Donc, vraiment, il va constituer une sorte de couche épaisse à la surface qui va recouvrir la surface de l'épithélium gastrique et qui va le protéger contre l'acidité gastrique de la sécrétion de l'estomac lui-même. Donc, dans ce cadre-là, cet épithélium particulier de revêtement et glandulaire à la fois, on l'appelle le feuillet glandulaire. Le feuillet glandulaire, c'est une appellation réservée à l'épithélium de l'estomac, de revêtement de l'estomac. Pour les épithéliums de revêtement, il y a en fait deux critères de classification. Tout d'abord, la première chose à observer, c'est le nombre d'assises. Assises, ça veut dire strates ou couches. On va voir combien d'assises ou de strates ou de couches de cellules épithéliales composent cet épithélium. Il y a également, le deuxième critère à voir, c'est la forme des cellules les plus superficielles. Bien sûr, si on a une seule couche, une seule strate de cellules, donc c'est la forme de cette strate-là, mais si on a 4, 5, 10 couches de cellules, on va se baser sur la couche la plus superficielle pour classifier l'épithélium. Donc ça, c'est deux critères à avoir dans la tête quand vous essayez de classifier un épithélium de revêtement. Donc regardons pour le nombre d'assises. Dans ce cadre-là, on distingue trois cas de figure. Comme j'ai dit, on peut avoir un épithélium qui est formé par une seule couche, une seule strate de cellules. Et selon l'aspect de ces cellules-là, l'aspect morphologique, donc c'est le deuxième critère. Bon, le premier critère, une seule assise, on l'appelle donc un épithélium de revêtement simple.
Donc, celui-là est simple, celui-là et celui-là. Donc, toujours une seule strate de cellules. Et le deuxième critère, c'est l'aspect morphologique. Donc, selon l'aspect morphologique, on peut avoir un épithélium de revêtement simple pavimenteux, aplati, un épithélium de revêtement simple cubique, ou bien un épithélium de revêtement simple prismatique. Deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a plusieurs strates de cellules. Et là, on va voir qu'il y a différents cas de figure donc, pour l'aspect morphologique de la couche la plus superficielle. Et troisième cas, c'est assez particulier, donc c'est présent presque exclusivement au niveau des voies respiratoires, c'est l'épithélium pseudo-stratifié. Ce n'est ni vraiment l'aspect d'un épithélium simple, ni d'un vrai épithélium stratifié. En fait, c'est un épithélium qui est simple à la base, mais qui a, regardez, c'est là la représentation schématique d'un épithélium pseudo-stratifié. En fait, c'est un épithélium simple, comme j'ai dit. Regardez, il y a toujours une seule couche de cellules. Mais la particularité, c'est que l'aspect morphologique des cellules est très différent, de façon à créer l'illusion que ça soit stratifié. Donc, c'est une fausse stratification, un faux aspect stratifié. On va voir différents niveaux de noyau. Et donc, les premières observations, on croyait que c'est un épithélium stratifié. Mais en observant mieux, on s'est rendu compte qu'il y a une seule strate de cellules, mais les noyaux sont disposés de façon très différente, très disparate, de façon à créer un aspect qui ressemble à plusieurs couches cellulaires. Et du coup, donc, on l'a appelé l'épithélium pseudo-stratifié. Et la localisation particulière, c'est, comme j'ai dit, au niveau du tractus respiratoire. Et d'ailleurs, on l'appelle l'épithélium respiratoire. On va y revenir. Donc, premier critère, c'est le nombre de strates. On va choisir maintenant les épithéliums simples, épithélium de revêtement simple. Dans le cadre des épithéliums de revêtement simple, on peut avoir les trois cas de figure comme j'ai dit, pavimenteux, cubique ou bien prismatique. Pour l'épithélium de revêtement pavimenteux simple, regardez donc l'aspect vue de profil, quand on fait une coupe, et vue de dessus. Donc, c'est là l'aspect caractéristique en pavé, l'aspect en pavé qui a donné l'appellation à cet épithélium-là. Et en profil, on va voir plutôt des cellules très aplaties comme ça, avec un noyau dans la région centrale et qui fait généralement saillie dans la lumière. Il faut retenir pour chaque type d'épithélium les localisations, là où les localisations les plus fréquentes de ce type d'épithélium. Et pour un épithélium de revêtement simple pavimenteux, vous devez reconnaître deux localisations. C'est exclusivement au niveau de ces deux localisations qu'on va le retrouver. En fait, on le retrouve recouvrant les cavités vasculaires, quelle que soit leur nature, allant du cœur vers les capillaires, donc le cœur, les cavités cardiaques, les cavités des artères, des veines et des capillaires, sans oublier la circulation lymphatique. Toutes ces cavités vasculaires sont revêtues, donc leur cavité interne, regardez, elle est revêtue par un épithélium pavimenteux simple. Et puisqu'il s'agit d'une cavité vasculaire, on va parler d'endo, on va donner le suffixe endo pour désigner les cavités vasculaires. Donc, on va parler comme endocrine pour désigner les glandes qui sécrètent dans les vaisseaux. Et donc, l'appellation de cet épithélium pavimenteux simple, c'est endothélium. Donc, quand je dis endothélium, c'est-à-dire que je parle d'un épithélium pavimenteux simple qui revêt une cavité vasculaire. Regardez, là, c'est une coupe transversale d'un vaisseau. Donc, la section, elle est arrondie, alors que là, c'est une coupe plutôt longitudinale. Et on voit que toujours l'aspect ne change pas. On voit toujours cet aspect de cellules très aplaties comme ça. Le noyau, il est là. Généralement, il occupe la région centrale et il fait une sorte de saillie à l'intérieur de la cavité. Une petite saillie comme ça. Mais sinon, pour le reste, c'est très très fin. Le cytoplasme, il s'étale comme ça tout autour. Il est d'épaisseur très fine.
Autre localisation d'épithélium simple pavimenteux, c'est au niveau des cavités séreuses. Pour les cavités séreuses, on en distingue trois. On a la plèvre, le péricarde et le péritoine. Certainement, vous avez vu ça en anatomie générale. Vous savez que les poumons sont revêtus par une cavité séreuse, donc une sorte de sac formé par deux feuillets, donc un sac très réduit, donc dans sa cavité, elle est réduite. Et du coup, donc, les deux parois s'accollent. On a un feuillet viscéral et un feuillet pariétal de ces cavités séreuses, entre lesquelles on peut retrouver un petit peu de liquide. Et ces cavités séreuses, elles vont revêtir les organes, particulièrement donc les poumons, le cœur et l'ensemble des viscères abdominaux. Au niveau des poumons, on parle de plèvre, donc feuillet viscéral et feuillet pariétal de la plèvre. Au niveau du cœur, on parle de péricarde. On parle de péricarde et donc on distingue le feuillet viscéral au péricarde viscéral et péricarde pariétal. Et au niveau du péritoine également, on a deux feuillets viscéral et pariétal. Et l'appellation de l'épithélium à ce niveau-là, au niveau des cavités séreuses, c'est un mésothélium. Mésothélium. L'autre, c'est endothélium. Et là, c'est un mésothélium. Point de vue histologique, c'est exactement la même chose. Donc, si on fait une coupe, on va retrouver exactement le même aspect qu'au niveau des vaisseaux sanguins. Mais c'est juste la localisation qui fait la distinction. Donc, quand je dis mésothélium, je parle de l'épithélium de revêtement de cavité séreuse, soit péricarde, soit plèvre, soit péritoine. Épithélium de revêtement simple cubique cette fois-ci. Cubique, comme vous le voyez, donc là c'est une coupe vraie. Vous voyez que l'épaisseur, ou plutôt les dimensions des cellules constitutives, les cellules sont aussi hautes que larges. Donc un aspect qui ressemble au cube. Et elle repose bien sûr sur un tissu conjonctif. Donc tout ça, c'est le chorion de l'épithélium. Où est-ce qu'on va retrouver un épithélium simple cubique? Il n'est pas très répandu, mais on va le retrouver dans quelques localisations, soit par exemple au niveau du segment distal du tube rénal. Vous allez voir donc, en physiologie rénale que le rein est formé par des unités morphofonctionnelles qu'on appelle les néphrons. Et les néphrons comportent une portion sécrétoire et puis un conduit, un tubule rénal formé par plusieurs segments. Il y a le tubule proximal, le l'anse de Henle, tubule distal, etc. Et la partie toute distale du tubule rénal, regardez, donc elle est une sorte de tube qui est revêtu par un épithélium d'aspect cubique simple. Bon, là, on voit plusieurs sections parce qu'il y a en fait dans le rein plusieurs tubules qui vont cheminer les uns à côté des autres. Et quand on fait une section, on va retrouver plusieurs sections arrondies de ces tubules rénales. Également à la surface de l'ovaire, regardez là, c'est l'ovaire, là c'est la coupe histologique, là c'est le parenchyme ovarien, c'est le tissu ovarien. Rappelez-vous, vous avez certainement vu le parenchyme ovarien qui contient les follicules ovariens, primordiaux, primaires, secondaires, etc. Et l'ensemble est revêtu, donc ça c'est une particularité où l'épithélium peut revêtir un organe. Ce n'est pas très répandu également dans l'organisme. Donc quelques localisations particulières comme l'ovaire. L'ovaire, c'est un organe qui est revêtu par un épithélium de nature cubique simple. Regardez, c'est cette couche-là qu'on distingue très bien du reste du parenchyme. Et c'est un épithélium cubique simple qu'on appelle l'épithélium germinatif ou germinal. Bon, c'est germinatif, l'appellation, c'est une fausse appellation parce qu'on croyait que ces cellules vont être à l'origine de la prolifération des cellules germinales de l'ovaire, mais en fait, non, c'est juste un épithélium de revêtement. Les canaux excréteurs de glandes exocrines, également, donc ça, c'est très fréquent de trouver des canaux de nature cubique simple, un épithélium de revêtement cubique simple dans les canaux excréteurs des glandes exocrines. On va y arriver donc à la fin de ce chapitre-là.
Épithélium de revêtement simple prismatique cette fois-ci. Comme on a dit, la définition, c'est que les cellules sont plus hautes que larges. Et dans ce cas de figure, on distingue deux types. Il y a les épithéliums prismatiques sans différenciation apicale et avec différenciation apicale. C'est quoi cette différenciation apicale? Bon, le terme apical, c'est-à-dire qu'on va retrouver quelque chose ici, au niveau du pôle apical, la membrane plasmique du pôle apical. Sans différenciation apicale, c'est-à-dire que le pôle apical est lisse, il n'y a rien, aucune particularité. Et avec différenciation apicale, c'est qu'il y a des choses, des différenciations, des trucs qui vont être présents à ce niveau-là. C'est quoi ces différenciations apicales? Bon, on commence par le type sans différenciation apicale. L'exemple type, c'est l'épithélium de revêtement de l'estomac, toujours on y revient. Donc, c'est un parfait épithélium prismatique simple. Toutes les cellules sont identiques. Elles sont d'ailleurs exocrines, à la fois de revêtement et exocrines, elles sécrètent le mucus. Et leur pôle apical, c'est un pôle lisse. Donc, la membrane du pôle apical, elle est lisse, elle ne contient pas de différenciation. Donc, ça, c'est l'exemple type d'un épithélium simple prismatique. Avec différenciation apicale, voilà des exemples de différenciation apicale. On en distingue en fait trois. Donc, c'est soit des villosités, soit des cils vibratiles, soit des stéréocils. Les villosités, regardez ici, donc ce sont des expansions, des évaginations de la membrane cytoplasmique du pôle apical, donc des excroissances comme ça, qui vont se prolonger dans la lumière. C'est comme des cheveux en fait, comme les poils d'une brosse. D'ailleurs, on va les appeler selon donc, cet aspect morphologique. On peut retrouver au niveau du pôle apical quelques rares microvillosités. Donc ça, c'est assez répandu également. Comme on peut retrouver beaucoup de microvillosités qui sont bien régulières, qui sont très nombreuses et qui ont toutes la même longueur, de façon à créer un aspect assez homogène. Et là, on parle par exemple de plateaux striés qu'on retrouve au niveau de l'intestin. La cavité intestinale, les intestins, que ce soit donc, surtout l'intestin grêle, il contient des différenciations apicales de type microvillosité. Et à ce niveau-là, on l'appelle le plateau strié, parce qu'on voit une sorte de plateau, comme ça homogène, et qui est strié, tout simplement. Également, l'aspect de bordure en brosse, ça on le retrouve particulièrement au niveau du tubule rénal. Dans la portion distale du tubule rénal, on va retrouver des cellules qui ont des expansions en fait, de microvillosité avec un aspect hérissé comme ça, comme si ce sont les poils d'une brosse. Et on l'a appelé au niveau du rein bordure en brosse. Donc ça, ce sont des appellations spécifiques de localisation particulière. Et on a un autre type de différenciation apicale qu'on appelle les stéréocils. Les stéréocils, ce sont en fait des expansions, des évaginations de la membrane cytoplasmique qui sont de longueur très variable. On va retrouver certaines qui sont très longues, d'autres qui sont plutôt courtes, regardez, d'autres plus ou moins longues, etc. Et là, on retrouve dans l'épidédyme, surtout dans l'épidédyme, qu'on va retrouver ce type de différenciation apicale. Madame? Il y a un autre type qui n'est pas représenté ici, qu'on appelle les cils vibratiles. Les cils vibratiles, ce sont également des expansions au niveau du pôle apical, mais qui ont la particularité d'être mobiles. Vibratiles, c'est-à-dire que ça vibre. Et on va, par exemple, les retrouver au niveau de la muqueuse respiratoire. Oui, il y a une question? ما فهمتش الفرق بين الزوز الاخرانيين. Zouz d'achrani, c'est-à-dire bordure en brosse et stéréocyle. Ouais. C'est ça? Ouais. Bon, pour l'image, pour être honnête, l'image, c'est pas vraiment parfait. Parce qu'en fait, je vais vous montrer les images histologiques, je vais y revenir un par un avec les exemples. Pour plateau strié et bordure en brosse, en fait, il s'agit de la même entité histologique. Il s'agit de microvillosité dans les deux cas. Ça, c'est juste illustratif, c'est pas très fiable, mais normalement, on devrait avoir une longueur régulière au niveau de la bordure en brosse, parce qu'elle est composée de microvillosités. Et les microvillosités, vous allez voir ça
en biologie cellulaire. Si ce n'est pas déjà fait, vous l'avez fait? Oui. Non? Le cytosquelette. Donc, vous avez déjà vu les microvillosités. Elles sont très régulières, les microvillosités. Donc, elles auront la même longueur. Donc, ça va être assez régulier, ce qui n'est pas vraiment très illustré à ce niveau-là. Je l'avoue, hein. Je vais la changer la prochaine fois pour ne pas avoir la confusion avec les stéréociles. Alors que les stéréociles, ce sont des expansions qui contiennent un axe de cytosquelette, mais qui ont la particularité d'être très irrégulières. Donc, certaines sont très longues, d'autres plus courtes. Un aspect inhomogène, contrairement à la bordure en brosse et au plateau strié. Donc, voilà des exemples de localisation, comme j'ai dit. On a donc les microvillosités qui vont former le plateau strié au niveau de l'intestin. Donc, ça, c'est une appellation qu'on réserve à la différenciation apicale de l'épithélium intestinal. Plateau strié. Quand je dis plateau strié, c'est-à-dire que je parle de la différenciation apicale de type microvillosité au niveau de l'intestin. Bordure en brosse, c'est des microvillosités également. Regardez les microvillosités, elles sont là. Là, on a les cellules épithéliales qui composent le tubule. Là, c'est le tubule rénal. Là, ce sont les cellules épithéliales cubiques. Vous voyez, ce n'est pas vraiment évident la forme cubique. Ça dépend du plan de coupe, etc. Mais elles sont généralement aussi hautes que larges. Donc, on les classifie comme cubiques. Et regardez au niveau du pôle apical de ces cellules épithéliales, là, c'est la cavité, la lumière. On va retrouver une sorte également donc, de panneau comme ça ou de plateau au pôle apical. Et pour faire la distinction avec l'intestin, on l'a appelé bordure en brosse. Quand je dis bordure en brosse, c'est-à-dire que je parle de la différenciation apicale de type microvillosité au niveau du tubule rénal. Pour les stéréociles, comme j'ai dit, la localisation exclusive, c'est au niveau de l'épididyme. Je pense que vous connaissez l'épididyme, donc vous savez que les testicules des gonades masculines sont coiffés par, c'est la continuité en fait des voies spermatiques. On a des voies spermatiques qui vont ressortir, collecter les spermatozoïdes et les acheminer dans un canal unique qui est très contourné au niveau de l'épididyme. Et lorsqu'on fait une coupe au niveau de l'épididyme, on va voir des sections arrondies parce que c'est un tube qui est très contourné et qui contient les spermatozoïdes à l'intérieur de sa cavité. Et son épithélium, regardez, son épithélium, il est de nature prismatique. Regardez les cellules plus hautes que larges. Mais au niveau du pôle apical, regardez, on a des prolongements assez lents. Donc, c'est généralement plus lent que les microvillosités. Des prolongements longs et qui sont assez irréguliers. Bon, on ne le voit pas très bien, mais c'est la microscopie électronique qui a permis d'étudier ces différenciations apicales avec le plus de précision. Donc, retenir stéréocyle, localisation au niveau de l'épididyme. Troisième type, c'est les cils vibratiles. Les cils vibratiles, comme j'ai dit, donc ils ont la particularité d'être mobiles et on va les retrouver au niveau du pôle apical, par exemple, de la trompe, de l'épithélium de la trompe utérine. Et vous savez que les trompes, elles vont recueillir l'ovocyte de façon cyclique. À chaque cycle, il y aura un ovocyte qui va être largué ou lâché par l'ovaire. Il va être acheminé à travers cette trompe du pavillon vers l'ampoule, puis petit à petit vers l'isthme, puis vers la cavité utérine. Cet acheminement, en fait, il est assuré par plusieurs mécanismes. Vous allez revoir tout ça. Et parmi ces mécanismes, c'est la mobilité des cils vibratiles. Donc, ils vont vibrer dans un sens bien particulier. Il ne faut pas que ça vibre dans le sens intérieur-extérieur. Ça va refouler l'ovocyte à l'extérieur de la trompe, ce qui n'est pas utile. Plutôt, elles vont le refouler dans ce sens-là, vers la cavité utérine. Donc, c'est très important, cette motilité des cils vibratiles au niveau du pôle apical de l'épithélium de la trompe utérine.
Également, on va retrouver les cellules vibratiles au niveau de l'épithélium respiratoire, comme je l'ai dit. Ça, c'est un type particulier d'épithélium, donc ça ne fait pas partie du groupe d'épithélium de revêtement simple. Toujours avec la classification, là, on a vu les épithéliums de revêtement simple. Maintenant, on va voir les épithéliums de revêtement stratifiés. Du moment qu'on n'a plus une seule strate de cellules, on parle de stratifié. C'est-à-dire que c'est 2 ou plusieurs couches. Selon l'aspect de la strate ou la couche la plus superficielle, comme vous le voyez ici, donc là, nous avons un épithélium formé par plusieurs strates de cellules. On a une couche basale, des couches intermédiaires et une couche superficielle. Donc ça, ce n'est pas, des cellules épithéliales, c'est la couche cornée. Et on regarde l'aspect de la couche la plus superficielle, en fait, il s'agit de cellules aplaties. Et du coup, donc, on appelle cet épithélium un épithélium de revêtement stratifié pavimenteux. Stratifié pavimenteux. Même si toutes ces cellules ne sont pas pavimenteuses, on se base sur la couche la plus superficielle. Et l'exemple type de stratifié pavimenteux, c'est la peau. Et la particularité de la peau, c'est qu'il y a, en plus des strates de cellules épithéliales, il y a à la superficie de cet épithélium une épaisse couche cornée ou couche de kératine, comme j'ai dit. On sait que ces cellules épithéliales sont très riches en cytokératine. Vous allez voir ça en détail quand vous allez étudier la peau. Et en fait, donc, les cellules qu'on appelle les kératinocytes, donc tellement elles sont riches en kératine qu'on va les appeler kératinocytes, les cellules épithéliales de l'épiderme. Elles vont, au fur et à mesure, progresser de la base vers la superficie. On a toujours une strate basale qui contient des cellules qui vont subir beaucoup de mitose. Elles vont se diviser tout le temps. Et elles vont progressivement migrer vers la superficie. Pourquoi? Parce que les cellules les plus superficielles vont elles-mêmes migrer vers la couche cornée. Parce qu'en fait, la couche cornée, elle est formée à partir de la desquamation, ou plutôt l'accumulation de la kératine présente dans le cytoplasme de ces cellules-là. Madame, Oui, de même type les cellules, les différentes couches. elles sont de même type, mais elles ont des aspects morphologiques très différents. Bon, exception faite pour les mélanocytes. Pour la peau, il y a également d'autres types de cellules. Vous allez voir ça en détail en histologie spéciale. Il y a en fait 4 types. Il y a des cellules de Langerhans, il y a d'autres cellules nerveuses. Mais retenir les 2 principaux types de cellules, on a les kératinocytes. Donc, les plus nombreuses sont les kératinocytes. Ce sont elles qui forment l'essentiel de l'épithélium. Elles produisent beaucoup de kératine. Et au fur et à mesure qu'elles progressent vers la superficie, elles vont s'aplatir jusqu'à mourir à un certain moment. Donc, elles vont déclencher l'apoptose, la mort programmée de la cellule. Il y aura donc disparition de leur paroi cytoplasmique, disparition de leur noyau, et il ne persiste que la kératine accumulée dans leur cytoplasme. Et cette kératine, elle va s'accumuler en faisceaux, donc en strates, en couches superposées, les unes sur les autres. Les plus anciennes vont desquamer avec le temps. Donc, on a tout le temps une desquamation de la couche cornée. On élimine tout le temps des cellules mortes ou des couches de kératine à partir de cette couche cornée. Ça, c'est physiologique. Mais il faut toujours garder une épaisseur constante entre le rythme de production et le rythme de desquamation. Une desquamation excessive, c'est pas bien. Elle expose la peau donc à l'irritation. Et une absence de desquamation également, ce n'est pas bien, donc ça va entraîner la formation de problèmes, par exemple, de kératose, d'urian, de différents types d'anomalies de la peau, par épaississement excessif dû à l'absence de desquamation appropriée. Donc, il y a une sorte de balance entre la production et la desquamation. L'autre type de cellules dont j'ai parlé, c'est les cellules. Les mélanocytes, ce sont les cellules de pigmentation de la peau qui sont parsemées entre les kératinocytes et qui sont chargées de mélanine, qui donnent la couleur de la peau. Donc, plus elles sont riches en mélanine, plus la peau aura tendance à être foncée.
Donc, ce type d'épithélium stratifié pavimenteux, on l'appelle kératinisé. Parce qu'il y a un autre type stratifié pavimenteux qui n'est pas kératinisé. Donc, c'est pour faire la distinction. Et comme j'ai dit, donc, c'est l'exemple exclusif, c'est l'épiderme de la peau. L'épiderme de la peau, c'est un épithélium stratifié pavimenteux kératinisé. Donc, à nos 4 mots essentiels dans la description. C'est un épithélium tout d'abord de revêtement. Il est stratifié, il est pavimenteux et il est kératinisé. Il y a ici, regardez, le terme malpigien. Ça également, vous allez le retrouver dans les bouquins, dans les livres. En fait, c'est le raccourci de stratifié pavimenteux. Le type stratifié pavimenteux, on peut l'appeler tout simplement malpigien. Donc, pour l'épiderme, on peut dire également épithélium de revêtement malpigien kératinisé. Malpigien kératinisé, tout simplement. Il y a le kératinisé et il y a le non kératinisé. Regardez là la représentation schématique et là la coupe histologique. Donc, c'est exactement le même aspect que pour la peau, mais il manque la couche cornée. Donc, on a toujours la couche basale, des couches intermédiaires, une couche superficielle qui est représentée par des cellules pavimenteuses. Mais ce n'est pas la peau, l'épiderme de la peau. En fait, c'est un type d'épithélium qu'on appelle également l'épithélium épidermoïde. Épidermoïde parce que ça ressemble à l'épiderme de la peau, mais ce n'est pas l'épiderme. Donc, c'est un épithélium de revêtement stratifié pavimenteux non kératinisé ou malpigien non kératinisé. Et les localisations les plus connues, c'est par exemple au niveau de la cavité buccale, au niveau de l'œsophage, au niveau de la partie terminale du tube digestif. L'anus, par exemple, il est revêtu dans sa portion terminale par un épithélium de ce type-là. Au niveau de la cornée. La cornée, c'est la couche la plus externe, le revêtement le plus externe de l'œil, en regard de l'iris. En dehors de l'iris, bien sûr, c'est la conjonctive. Au niveau du vagin également. Chez la femme, le conduit génital distal, c'est le vagin et il est tapissé par un épithélium comme celui-là. Et le point commun entre toutes ces cavités-là, c'est qu'elles sont de type, ou plutôt c'est qu'elles sont soumises à des contraintes mécaniques importantes. Par exemple, au niveau de la cavité buccale, comme pour l'œsophage, c'est le lieu de mastication, de déglutition. Donc, il va recevoir des aliments qui peuvent avoir des consistances ou bien un pH ou bien une chaleur, une température assez variable. Donc, tout ça, ça représente une agression pour les muqueuses. Donc, les aliments trop chauds, ça peut brûler la muqueuse buccale, ça vous le connaissez. Donc, la particularité d'être revêtu par un épithélium stratifié, ça protège un peu plus. Imaginez une cavité buccale revêtue par un épithélium simple, ça va être la catastrophe. On aura une muqueuse buccale irritée, inflammée tout le temps. Mais ça, donc c'est un dispositif de protection, mais bien sûr, il ne faut pas abuser parce que ça reste toujours vulnérable aux agressions, mais ça reste quand même beaucoup plus résistant qu'un épithélium simple. Madame. Également au niveau de la cornée, donc c'est le contact avec le milieu extérieur, donc ça protège plus et ça a la particularité d'être assez bien agencé des cellules de façon à être transparent, à permettre la transparence. Également au niveau du vagin, donc là où on a des contraintes mécaniques, au niveau de l'anus également, donc c'est le lieu de passage donc, des matières fécales, ça c'est une irritation mécanique également, donc il y a un épithélium de type stratifié. Madame, y a-t-il une différence entre le kératine ou le... Non. Y a-t-il une différence entre le kératine ou le mélanine? La différence? Kératine, mélanine. Bon, comme j'ai dit, la kératine, c'est une protéine. La kératine, vous allez revoir tout ça avec les détails dans le cadre du cours d'histologie spéciale de la peau. Mais de façon brève, la kératine, c'est, ou la cytokératine, c'est les protéines constitutives de la couche cornée. Donc, elles vont desquamer pour former la couche cornée, mais pas uniquement. Vous allez voir que également les phallaires, on les appelle les phallaires, les cheveux, les ongles, ce sont des composés de kératine à partir des kératinocytes.
également. Madame خاطر معناتها Mais الميلانين les هي mélanocytes, la mélanine, c'est le Mhm. produit qui donne c'est la le pigment coloration de la peau. de la peau. Il donne la coloration de la peau. La kératine, elle ne donne pas la coloration de la peau. Mais la mélanine, oui. Même au niveau des cheveux. Bon, c'est vrai que les cheveux, c'est de la kératine, mais ça contient des pigments provenant de mélanocytes. D'accord, merci. On passe à l'épithélium de type stratifié cubique. C'est assez peu fréquent et les particules, regardez, donc c'est généralement bistratifié et c'est le cas par exemple des canaux excréteurs des glandes exocrines. On va voir les glandes exocrines, elles sont de différents types, différents produits de sécrétion. L'exemple de glandes salivaires, vous savez que dans la cavité buccale, nous avons beaucoup de glandes salivaires qui produisent la salive tout le temps. Et ces glandes salivaires, elles contiennent, ou plutôt elles déversent leurs produits de sécrétion dans la cavité buccale à travers des canaux excréteurs. Et ces canaux excréteurs sont revêtus par un épithélium cubique bistratifié. Donc, retenez la localisation pour le stratifié cubique, les canaux excréteurs de glandes exocrines. On va le voir également pour les glandes sudoripares, elles peuvent avoir des canaux excréteurs bistratifiés cubiques. Épithélium stratifié prismatique. L'exemple de localisation, c'est au niveau de l'urètre pénien. Parce que pénien, c'est-à-dire que chez l'homme, parce que chez l'homme, en fait, la particularité de l'urètre, c'est que beaucoup plus long que chez la femme. Chez la femme, c'est 2-3 cm, alors que chez l'homme, c'est beaucoup plus, c'est, je ne sais pas, 8-9 cm. Ça part de la vessie, ça va parcourir, donc traverser la prostate. Donc, dans ce segment-là, l'urètre est appelé urètre prostatique. Puis un court segment au niveau de la région périnéale, on l'appelle l'urètre membraneux. Et puis, il va parcourir le corps spongieux, les corps érectiles du pénis. Et là, donc, on l'appelle l'urètre spongieux ou l'urètre pénien. Et dans ce segment-là, particulièrement dans la partie moyenne de l'urètre pénien, on va retrouver un aspect histologique stratifié prismatique. Donc, c'est beaucoup de strates et la plus superficielle, elle contient des cellules prismatiques plus hautes que l'argent. Regardez. Et le rôle, bien sûr, c'est juste de revêtir. Donc, c'est un conduit qui va acheminer un produit de sécrétion, qui est l'urine. Épithélium stratifié polymorphe. Donc là, c'est un cas particulier de la classification. Ça ne répond ni à l'aspect de pavimenteux, ce n'est ni cubique, stratifié, ni prismatique. En fait, c'est un type à part, un type particulier qu'on appelle polymorphe, ou bien de transition, ou bien urinaire. Pourquoi urinaire? Parce que exclusivement, on va le retrouver dans les voies urinaires. Nous avons après donc, la sécrétion des urines au niveau des deux reins, ça va être collecté par les uretères, les deux uretères, et puis ça passe. C'est stocké dans la vessie, et puis donc ça part dans l'urètre. Dans la grande majorité de ces conduits urinaires, on va retrouver que les cavités sont revêtues par un épithélium de ce type-là. Et du coup, on l'appelait, comme pour le tractus respiratoire, épithélium respiratoire, ici on l'a appelé épithélium urinaire. Parce que c'est un type spécifique de l'appareil urinaire. Il est en fait formé par plusieurs couches de cellules, regardez. Elles sont très polymorphes. On peut avoir des couches, surtout dans la région basale, qui sont plutôt cuboïdes, pyramidales. Puis, dans les couches moyennes, on va retrouver d'autres aspects morphologiques, notamment les fameuses cellules en raquette. Regardez, ça ressemble à une raquette. Donc ça, c'est un type particulier, un aspect morphologique particulier de l'épithélium urinaire, des cellules en raquette dans les couches moyennes. Et puis, on aura une couche superficielle avec des cellules beaucoup plus volumineuses, généralement, et qui ont un aspect très variable, très irrégulier. Ça dépend de l'état de réplétion ou de vacuité de la cavité. Réplétion, c'est-à-dire que c'est rempli. Et donc, dans ce cas-là, on va retrouver que les cellules plus superficielles vont s'étaler, vont s'écraser, s'étaler comme ça. Elles vont avoir tendance à s'aplatir. Alors qu'en état de vacuité, c'est-à-dire que la cavité urinaire est vide,
vacuité, on va retrouver un entassement, une sorte de rétraction de l'épithélium. Et du coup, donc, ces cellules vont avoir plutôt cet aspect-là. Elles vont devenir donc plus assez hautes. Et une autre particularité morphologique, c'est que ces cellules peuvent être parfois binucléées. Ça, c'est assez particulier. Regardez, donc c'est même présent ici, schématisé ici. Donc, les cellules binucléées, c'est assez spécifique des épithéliums de type urinaire. Vous allez les étudier, encore une fois, donc quand vous allez voir, étudier l'histologie du tube de l'appareil urinaire. Donc, ça, c'est l'exemple de localisation de l'épithélium stratifié urinaire, qu'on appelle également polymorphe, qu'on appelle également l'épithélium de transition. Un autre type particulier, on l'a déjà défini, c'est l'épithélium pseudostratifié et qu'on appelle également l'épithélium respiratoire parce que c'est exclusivement présent au niveau des voies respiratoires. Et pseudostratifié, on a défini pourquoi on l'appelle pseudostratifié, donc cet aspect d'illusion de stratification. Et c'est un épithélium qui est formé par plusieurs types de cellules. Pourquoi on a différents niveaux de noyaux? Parce qu'on a différents types de cellules, en fait. On va retrouver essentiellement trois. Il y a les cellules basales, tout d'abord les cellules basales ou de remplacement, ils ont deux appellations. Ce sont de toutes petites cellules en contact avec la membrane basale et qui sont assez petites, généralement pyramidales comme ça, et qui vont assurer la régénération par multiplication des autres types de cellules de l'épithélium. Également, on va retrouver des cellules prismatiques, regardez, donc plus hautes que larges, avec une différenciation apicale de type cils vibratives. Donc là, on reprend le même aspect qu'on retrouve au niveau de la trompe utérine, ces cils qui vont bouger pour faire progresser, cette fois-ci, pas les ovocytes, mais le mucus. Et troisièmement, les cellules caliciformes à mucus. On les appelle caliciformes parce qu'elles ont la forme d'un calice d'une fleur, vous connaissez. Donc, cette partie d'une fleur, donc en forme de vase également, avec une partie basale effilée qui contient le noyau, regardez le noyau de la cellule, et une partie apicale plutôt renflée, dilatée, parce qu'elle contient l'accumulation du produit de sécrétion. Voici une cellule caliciforme en coupe histologique. Donc, nous avons ici le noyau, la partie effilée du calice et la partie dilatée. Là, il n'y a pas de stéréocyle. Les stéréocyles, c'est uniquement pour les cellules prismatiques qui sont présentes à côté. Les cils, pardon, pas les stéréocyles, les cils vibratifs. Mais le col apical, il est généralement soit lisse, soit carrément ouvert parce que c'est des cellules qui sécrètent. Donc, on les appelle les cellules amicus apical ouvert parce que le mucus, il va se décharger, être sécrété par libération de grosses vacuoles, donnant l'impression que la cellule est ouverte à ce niveau-là. Ce n'est pas une vraie ouverture, il faut toujours que la membrane cytoplasmique soit rétablie, mais c'est un aspect assez caractéristique en microscopie optique. Donc, ces cellules caliciformes, leur raison d'être, c'est de sécréter du mucus qui va être étalé à la surface de la muqueuse respiratoire. Comme j'ai dit, la muqueuse respiratoire, donc c'est le lieu de passage de l'air. Particulièrement l'air inspiré, il est riche, ou plutôt il est chargé de particules, de poussière, de micro-organismes qui peuvent être pathogènes. Donc, tout ça pourra être capté grâce à cette couche de mucus qui est très visqueuse. Donc, c'est une sorte de gel, en fait, très visqueux, le mucus. Il est translucide, il n'a pas de couleur, mais il est très visqueux, comme de la colle. Et il va pouvoir capter un maximum de particules, de poussière, etc., et éviter leur passage vers les parties profondes des poumons, particulièrement au niveau de la zone respiratoire, au niveau des alvéoles. Parce que là, ça devient vraiment compliqué de les éliminer. Okay. Et ça pourra donc, déclencher des infections respiratoires, par exemple. Également, la fonction
خرجت البروف هاي فهي روحت لا يا قصدك شنو عليه العركة اللي صارت؟ شنو كملنا العركة اللي صارت؟ يا جماعة ايش بكم ساعة تحكيوا برشا في الشات؟ مدام الشات. بونجور نقصوا شويه بس تعيشكم وسكروا لي ميكرو. Madame, la conversation était interrompue. Vous m'entendez? Oui, Oui, madame. Oui, madame. نقصوا شويه حس تعيشكم وسكروا لي ميكرو. D'accord, désolé. Donc, je reprends pour cette partie-là. J'ai dit que le mucus, il va être étalé à la surface de l'épithélium respiratoire. Il va assurer plusieurs fonctions. Tout d'abord, la fonction protectrice, il va capter les saletés, les poussières. Deuxièmement, il va réchauffer l'air inspiré. L'air est généralement assez froid, inférieur à 37 degrés, alors qu'à l'intérieur de l'organisme, on a intérêt à chauffer donc, tous les éléments ingérés ou inspirés, entre autres l'air, pour que ça ne soit pas agressif pour l'épithélium des voies respiratoires profondes. Et également une fonction d'humidification. À travers l'évaporation de gouttelettes d'air à partir de ce mucus, on va pouvoir charger l'air en gouttelettes d'eau et ça va donc être moins sec, moins irritant pour la muqueuse respiratoire. Et ce mucus, il ne va pas s'accumuler, bien sûr, dans les voies respiratoires. Il doit être éliminé tout le temps pour éviter son accumulation avec tout ce qu'il contient. Ça peut favoriser les infections respiratoires. Donc, ces cils vibratiles vont pouvoir éliminer comme ça, donc balayer tout le temps ce mucus en le chassant vers les voies respiratoires hautes. Et ça va ressortir sous forme d'expectoration. Les expectorations, donc elles vont soit être rejetées vers l'extérieur, soit avalées dans les voies digestives. Elles vont passer donc par déglutition dans l'œsophage. Voilà pour cette première partie. On fait une petite pause de 3 minutes et je reprends avec les épithéliums glandulaires. Madame, Oui, عندي question مسألة. oui, bien sûr. مدام انت تو كنت تحكي على البسودو ستراتيفي وحكيت على لي جلاند في Les cellules glandulaires, oui. مش بالضرورة وشي نجم نلقى بسودو ستراتيفي وما فيهوش دي جلاند. Non. Pour le pseudostratifié, j'ai dit que ça existe uniquement au niveau de l'épithélium respiratoire. Et obligatoirement, dans l'épithélium respiratoire, on doit retrouver les cellules glandulaires. Donc, en fait, le pseudostratifié a plusieurs particularités. Un, sur l'aspect morphologique, il est pseudostratifié. Et deux, c'est un épithélium de revêtement, mais qui contient des cellules glandulaires isolées. Merci Aïcha. D'accord? Madame, Oui? Madame, seules les cellules caliciformes ou les sécrétions glandulaires? Non. Pour les poumons, non. Vous allez voir l'année prochaine, dans le cadre de l'étude du tractus respiratoire, qu'il y a des glandes, de véritables glandes dans le tissu conjonctif des poumons qui vont pouvoir, et même dans la trachée, qui vont sécréter de grandes quantités de mucus. نقصد في les épithéliums type la mucus qui sécrète. اي de type revêtement انا نقصد لك مش الجلاندولير في اللي شفناها هذه في les voies respiratoires. Les voies respiratoires, moi j'ai parlé des voies respiratoires, mais il y a le territoire respiratoire. Il y a les voies d'acheminement de l'air et il y a le territoire d'échange. Le territoire d'échange, c'est représenté par les alvéoles. Vous allez étudier ça. Donc, il y a, après la ramification terminale de ces voies respiratoires, qui sont revêtues par un épithélium pseudostratifié, il y aura donc après cette ramification, donc dans la portion toute distale, ça va continuer avec un autre type d'épithélium de type alvéolaire. Donc, c'est les cellules alvéolaires qu'on appelle les pneumocytes. Il y a des pneumocytes 1, pneumocytes 2 qui vont former des sacs et des canaux alvéolaires et qui vont permettre les échanges avec la circulation sanguine entre l'air et la circulation sanguine, les échanges de gaz. D'accord? Madame? Oui.
Madame, pour l'épithélium de Oui, revêtement simple cubique et l'épithélium de revêtement stratifié cubique, on a donné le même exemple, ils ont les canaux excréteurs des glandes exocrines. Donc, ces canaux, firment l'épithélium stratifié oui, parce qu'on peut retrouver, ou oui, simple. parce qu'on peut retrouver des canaux excréteurs. Oui, on peut retrouver des canaux excréteurs simples, canaux excréteurs, oui, revêtus par un épithélium simple, ou bien revêtus par des épithéliums bistratifiés, cubiques bistratifiés. D'accord, merci. Donc, il y a une multitude de canaux excréteurs au niveau des glandes. Madame, Madame, Oui, les feuilles glandulaires et les cellules caliciformes aussi تابعين l'épithélium cylindrique simple. alors j'ai donné l'exemple pour l'épithélium cylindrique ou prismatique simple, l'exemple de l'épithélium du feuillet glandulaire de l'estomac. Oui, feuilles glandulaires, cellules Il est caliciformes. formé par des cellules à mucus, mais ce ne Oui. sont pas des cellules caliciformes. Les cellules caliciformes, elles sécrètent le mucus, mais elles n'ont pas le même aspect. Pour Mais l'épithélium gastrique, elles sont de au niveau de forme l'intestin. prismatique, et pour les autres localisations, elles sont en forme de calice. Au niveau du pseudostratifié, elles ont la forme d'un calice. Mais toutes les deux produisent le même produit, elles produisent du Le mucus. mucus. Oui, Voilà. merci. مادام Oui, مادام الكوش اللي نشوفوها احنا في البو نتاعنا هذوك هكا الصغار هذيك الكوش اكسترن نتاع الابيثيليوم اللي فيها لي سيلول ابلاتي. j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? انت سايكه حطيت تصويره نتاع البو وقت اللي حكينا على الابيثيليوم نتاع البو. هذيك الكوش اكسترن نتاع الابيثيليوم اللي نشوفوها احنا. C'est l'épiderme, oui. Quand je parle d'épithélium de la peau, égale épiderme. Parce que la peau, elle est formée par 3 couches. La peau, épiderme, derme, hypoderme. Pour l'épiderme, c'est l'épithélium de la peau. Il y a l'épithélium stratifié ou malpigien, donc stratifié, kératinisé. Et pour le derme et l'hypoderme, c'est du tissu conjonctif.